Ce premier reportage réalisé sur notre antenne sur la mort d'Élodie Kulik date de janvier 2002. Depuis, il y a eu cet ADN qui a mis 10 ans à parler, l'ombre d'un tueur en série, un corbeau, l'acharnement d'un père au destin marqué par la mort de ses proches. Alors pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour remonter jusqu'au suspect? Combien était-il? Élodie a-t-elle été suivie? S'agit-il d'un crime de rôdeur? On verra ça dans notre enquête tout à l'heure. En attendant, on va remonter le temps avec vous. Emmanuel Famoy, vous êtes biologiste à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. C'est l'IRCGN, si on résume. Et c'est vous qui avez importé en France la technique qui a permis justement de faire parler cet ADN. Vous allez nous raconter comment. Delphine Meillet, vous êtes avocate, bonsoir. Et Ariane Casanova, psychiatre, expert près la Cour d'appel de Paris et membre de l'Association française de criminologie. On va donc revenir sur les lieux du crime. C'est à une quinzaine de kilomètres de Péronne, là où Élodie travaillait. Elle était à la tête d'une agence bancaire et donc le soir du 10 janvier, après un dîner, elle est piégée dans un accident de voiture. On retrouvera son corps un peu plus loin, caché dans un bois. Et sur cette scène de crime, il y a donc plusieurs ADN. C'est une des premières choses que retrouvent les enquêteurs. J'imagine qu'on a le réflexe de dire on a un ADN, donc ça va aller vite. Oui, depuis l'affaire Guy Georges, qui a été une vraie affaire bascule. Clé, ça a basculé, ouais. Où les fichiers ont été recoupés, on a pu avoir accès plus facilement à ces éléments. Oui, effectivement, l'ADN, aujourd'hui, on vous dit que c'est la reine des preuves. Avant, c'était l'aveu. Aujourd'hui, c'est l'ADN. Mais néanmoins, c'est pas parce qu'on a un ADN qu'on a absolument la certitude qu'on a l'auteur du crime qui nous intéresse entre les mains. Il y a toujours un contexte, il y a toujours d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte et l'ADN ne suffit pas. Et là, en l'occurrence, cet ADN, donc dans un premier temps, reste muet, il ne parle pas. C'est donc d'abord une porte qui se ferme pour le père d'Élodie Kulik, mais il ne veut rien lâcher. 7 ans après les faits, il n'a toujours pas la réponse. Ce qui va se passer dans ce dossier-là, ça match, c'est comme ça qu'on dit. Oui, c'est le terme technique. Oui. Le terme peut faire sourire, mais effectivement, c'est le terme. Ça match avec un autre ADN, l'ADN du père d'un garçon qui est donc dans ce fichier, ce qui veut dire qu'en fait, c'est l'ADN du père qui va signer le crime du fils. Enfin, là encore, il se passe quelque chose d'assez particulier. Oui, c'est un rebondissement. Les enquêteurs ont dû être extrêmement heureux, j'imagine, de ce résultat à ce moment-là. Le juge d'instruction également, parce qu'enfin, on avait une piste qui, malheureusement... l'accusé, la personne qui est aujourd'hui renvoyée aux assises dans cette affaire n'est pas... Ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas la même personne. Alors on pourrait l'imaginer, mais ce n'est pas la même personne. Donc cet ADN nous a amené à un auteur présumé, mais néanmoins, c'est pas lui aujourd'hui qui est envoyé devant les assises. Il fait penser à l'affaire Kalinka. Oui. Vous vous souvenez cette jeune fille qui... était la fille d'un couple séparé. La mère est partie vivre en Allemagne. Elle a emmené sa fille avec elle et la maman a rencontré un certain monsieur. Et cette jeune fille est morte dans leur maison. Dans leur maison commune. Et le père biologique de cette jeune fille a eu l'intuition que l'auteur de la personne qui avait donné la mort à sa fille était son beau-père. Et il a mené des investigations pendant des années et des années jusqu'à le traduire devant un tribunal français, jusqu'à l'enlever. C'est l'affaire Krambach ou Kalinka du nom de la victime. Effectivement. Et là, on a un peu le même type de profil de père qui ne lâche rien et qui fait avancer la justice, qui doit motiver les enquêteurs, qui doit motiver les juges. Je pense qu'il est extrêmement moteur. Et ça, effectivement, ça doit lui permettre de tenir. C'est une des difficultés de ces dossiers parce que là, il y a un appel téléphonique, mais quand on arrive devant la cour d'assises aussi, il y a ce que dit l'autopsie et on essaie de reconstituer ces dernières minutes. Et pour les familles, même si elles se battent pour connaître la vérité, peut-être que cette vérité-là, elle est trop difficile. Si vous voulez, là il y a 12 ans, non il y a 16 ans maintenant. 16 ans d'instruction. 16 ans d'instruction. Donc le dossier va arriver devant la cour d'assises, il doit être extrêmement volumineux, mais la cour d'assises aura la charge de réinstruire. On réinstruit à l'audience. Et il y a l'oralité des débats. C'est ce qui se passe à l'audience qui sera retenu dans le cadre du délibéré. Et effectivement, on refait, on essaye d'avoir un rétroviseur et on reconstitue la chronologie des faits et au regard des éléments de l'enquête. Quand elle fait cela, Élodie Kulik, quand elle laisse ce message, elle ne le sait pas évidemment, mais d'une certaine façon, elle va donner la clé de l'énigme. Parce que très vite, la bande son est analysée. Ça se fait quelques jours seulement après le crime.
Parce qu'on parle de signature vocale. On aurait chacun une signature vocale identifiable. Là, on le voit, ça dure quelques secondes. Oui, il y a manifestement 30 secondes. C'est quand même peu, si vous voulez. On a une voix identifiée, parce qu'en plus, il y a un fort accent, donc ça aide à l'identification. Et je pense qu'ils vont, lors de l'audience d'assises, on va passer en boucle cette bande, parce que les jurés jugent sur leur intimité, leur intime conviction. Leur intime conviction fait au regard d'un contexte, mais surtout, manifestement, au regard de l'enregistrement de cette voix. Et c'est finalement très peu, mais effectivement, dans d'autres dossiers, et des dossiers d'usurpation d'identité notamment, quand on se fait passer pour quelqu'un, eh bien, on peut être mis en examen et on peut éventuellement être condamné seulement sur votre voix qui a été reconnue. Sur une voix qui n'est pas celle de la personne. Même en imitant la voix de quelqu'un. En imitant la voix de quelqu'un, on peut reconnaître qui est l'auteur de l'imitation. Et parce ça peut suffire. Quelque chose. Parce qu'il y a un timbre. Il y a quelque chose qui n'appartient qu'à soi. Et il y a des experts spécialistes de la question. Et on peut être mis en examen sur cette question-là. Alors cette voix, elle est identifiée comme celle de Willy Bardon. C'est donc cet homme qui est renvoyé aujourd'hui devant une cour d'assises. Parce que quand on n'en a pas vécu, c'est difficile d'imaginer ce qu'il y a un procès d'assises. On peut le fantasmer, mais la réalité est assez différente. On est effectivement dans un espace extrêmement particulier. Oui, c'est un théâtre, un procès d'assises. C'est un théâtre judiciaire et extrêmement éprouvant pour tout le monde. Pour la défense, évidemment, qui risque énormément. Pour les victimes. Pour les experts, pour les jurés, c'est un grand moment. C'est pour ça d'ailleurs que on est tous hypnotisés par ces affaires-là. Alors là, j'entends que ce papa s'est préparé à cette audience parce qu'il découvre la justice à travers l'affaire de sa fille. Effectivement, ça c'est une bonne chose. Dans les assises auxquelles j'ai pu participer, lorsqu'il y a des reconstitution ou lorsqu'il y a des photos qui sont diffusées sur les écrans qui sont dans les salles d'assises, en général, on demande, en tout cas on propose aux familles de la victime de sortir pour ne pas assister à ces photos qui sont effectivement très très difficiles. C'est insoutenable. Et d'ailleurs, souvent les jurés détournent le regard, c'est difficile. Les photos et les commentaires des médecins légistes, c'est un vocabulaire quand même très, très particulier. Entre parler d'une façon telle que vous l'avez faite au cours de votre émission sur son corps, sur le viol, sur le fait qu'elle soit brûlée, c'est une chose. La description faite et énoncée par un médecin légiste, c'est d'une technicité et d'une crudité verbale obligée, liée à sa profession, bien sûr, mais qui est tellement inhabituelle par rapport à la façon de se représenter une scène de crime que c'est un moment excessivement compliqué à supporter pour tout un chacun. Et qui tranche forcément. Il y a cette souffrance immense et à la barre, quelqu'un qui est dans son rôle, vous le disiez, mais qui va faire une description très froide de la façon dont les choses se sont passées. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à un moment, presque, il y a un corps devient un objet de description médicale, tout en étant, ce discours en étant respectueux, bien évidemment, prend une forme quelquefois qui est d'une technicité et d'une scientificité qui peut choquer presque. On n'y est jamais préparé. Non, on n'est pas préparé et on n'est pas non plus préparé à ce que cette affaire dure aussi longtemps. J'entendais ce monsieur dire que on avait fait durer cette affaire. L'accusé avait. Je voulais vous faire réagir sur ce point d'ailleurs. Avait saisi la Cour de cassation pour que cette affaire ne soit pas renvoyée devant la Cour d'assises. C'est tout à fait légitime. C'est son droit. C'est tout à fait légitime. On se bat. Le combat est judiciaire. Il est juridique et judiciaire. On se bat. Alors je comprends que de l'autre côté, du côté de la victime, on estime que ce sont des procédés dilatoires, mais c'est tout simplement des procédés de droit. Il faut savoir que l'avocat, dans ces situations-là, c'est le seul rempart avant, si vous voulez, des années de prison éventuelles, voire perpétuité. Donc, il use de tous les moyens et éventuellement, ça peut fonctionner. Donc, c'est absolument normal et légitime. C'est effectivement, il a contesté son renvoi devant la Cour d'assises et cela s'est fait en plusieurs étapes jusque devant la Cour de cassation et la Cour de cassation a décidé qu'il devrait y avoir un procès. En fait, ce sont aussi d'une certaine façon deux obstinations qui vont se faire face. On le fond dans ces affaires-là, lorsqu'on est face à cette situation-là et que ça fait 16 ans et que l'on est victime ou proche de victime, on ne peut pas imaginer une autre issue.
Non, parce qu'on voit bien que, paradoxalement, la mort de sa fille est devenue sa raison de vivre. Pour dire les choses simplement. Il attend une condamnation extraordinaire. Il attend de confronter l'accusé les yeux dans les yeux. Alors, il lui fait le reproche et il estime pour lui que c'est des circonstances qui signifient qu'il est coupable de ne pas soutenir son regard. J'en suis pas certaine. Évidemment, je comprends son point de vue, mais néanmoins, tout le monde n'est pas capable de soutenir le regard de qui que ce soit d'ailleurs, et encore plus d'un père qui est victime dans ces situations-là. Là, il est extrêmement... l'accusé principal est accablé, extrêmement accablé. Tout est contre lui, il va être envoyé aux assises. C'est une situation délicate. Est-ce que néanmoins, puisqu'on parlait de cette évolution, de la vengeance à désormais la confiance, pour l'instant, qu'il a en la justice, est-ce que ce processus judiciaire qui se met en route, il peut apaiser aussi dans ces affaires dont on se dit si elles nous arrivaient, on ne se relèverait jamais et on ne pourrait jamais l'accepter. Ouais, c'est vraiment la vertu de la justice. Elle a vraiment cette vertu-là, elle est faite pour ça, heureusement qu'elle existe. En tous les cas, c'est le projet. C'est le projet. Ça ne fonctionne pas forcément. On l'attend des deux côtés. Voilà. On l'attend des deux côtés. Et quelle que soit la décision de justice, elle sera implacable. La justice sera tranchée et la décision s'imposera. Oui. Et on devra tous l'accepter, qu'on soit d'un côté ou de l'autre. Tout à fait. Donc oui, effectivement, on l'attend, mais on peut être tout à fait déçu. Il y a des procédures qui durent, des instructions qui durent des années et qui aboutissent à un acquittement. Alors on estime qu'on n'est pas satisfait parce qu'on a fait tout ça pour ça, c'est-à-dire un acquittement, et la justice est une machine en principe à condamner. Eh bien non, la justice qui est bien faite, c'est aussi la justice qui acquitte. Oui. Que s'est-il passé lors de cette nuit glaciale du 10 au 11 janvier 2002 dans la Somme? Comment Élodie Kulik a-t-elle été tuée et par qui? Cette question est restée sans réponse pendant 10 ans. Et puis, il y a eu un seul suspect, aujourd'hui encore en vie. Il va comparaître devant une cour d'assises. Cette cour d'assises, Delphine Meillet, c'est là désormais que tout va se jouer. Bien sûr. Oui, la cour d'assises, on va refaire l'instruction depuis le début. Comme si on reprenait l'enquête depuis le début. Au regard des éléments qu'on a dans le dossier. L'instruction a duré, vous l'aviez rappelé, 16 ans. Donc 16 ans, vous imaginez combien de tomes doivent exister. Ça doit être extrêmement important. Donc il y a de la masse, il y a beaucoup de matière dans cette affaire. Et donc l'audience va durer peut-être une semaine, peut-être 2 semaines. Ça va être long et on refait toute l'affaire. Depuis le début, avec tous les éléments. Et on fait intervenir dans ces affaires des experts divers, et notamment, j'imagine que la partie clé va être les experts en matière sonore. Oui, parce que cette affaire tient surtout, en tout cas en grande partie, sur cet enregistrement sonore. Donc là, va défiler à la barre. C'est l'appel pour ceux qui nous rejoindraient à Élodie Kulik lorsqu'elle est agressée, à ce réflexe, on en a parlé tout à l'heure, qu'il faut aussi avoir la capacité, on le disait, d'avoir. Elle a ce réflexe parce qu'elle comprend ce qui va lui arriver, elle appelle les secours. Et il y a, alors ça ne dure qu'une trentaine de secondes, mais on entend sa voix et on entend des voix derrière elle. Il y a 2 ou 3 voix, ça il faudra peut-être encore l'affiner d'ailleurs, et la question sera peut-être une des questions du procès. Et puis il y a eu un ADN qui a été identifié 10 ans après parce que les techniques ont évolué et grâce à une technique particulière que vous avez importée d'ailleurs en France, et ces pièces, petit à petit, se sont mises les unes à côté des autres, jusqu'à 16 ans plus tard, aboutir donc à ce procès avec cet enregistrement. L'enregistrement va faire l'objet de nombreuses écoutes, de nombreuses interrogations. Les experts, j'imagine, tous les experts, les plus éminents en la matière vont défiler à la barre. Voilà, cette affaire tient notamment là-dessus. Et on va l'entendre, il va s'exprimer, il va parler. Et donc les jurés, je le rappelle, sont des citoyens lambda, tirés au sort sur les listes électorales, donc qui connaissent en principe rien à la justice, vont pour la première fois de leur vie entendre un enregistrement sonore dans un cas aussi grave, et écouter la voix de l'accusé, et se faire leur propre religion, au regard également des thèses des experts. Ce procès, on le disait, il va s'ouvrir sans preuve biologique contre l'accusé, sans relevé téléphonique qui atteste non plus de sa présence sur les lieux. Non, manifestement, que la voix, c'est ce qu'on vient de nous confirmer, ce journaliste vient de nous confirmer, la voix, alors certes il est reconnu, d'autres l'ont identifié comme une évidence en lui disant
dis bien que c'est toi. Il a déclaré en garde à vue, alors certes avec son avocat, il a commencé à dire oui, je me reconnais, puis ensuite il s'est rétracté. Alors l'avocat est garant de la procédure, mais il n'est pas garant de ce que dit son client. Sur le moment. Sur le moment, on peut dire des choses et ensuite se rétracter. Et c'est pas pour autant que la première thèse est plus vraie que la suite. C'est pas toujours vrai. C'est pas du tout mathématique. L'humain on ne peut pas se programmer, on n'est pas programmé, on a tous des réactions différentes. Et donc, revenir sur sa parole, c'est quelque chose qui existe très souvent. Là, on a la voix et on a manifestement que ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y aura des experts qui vont vraiment intéresser plus que d'autres les jurés. Il faut que le père d'Élodie Kulik se prépare à peut-être ne jamais... vous disiez il aura des réponses, mais peut-être qu'il ne connaîtra jamais ce qu'il recherche dans le fond, c'est-à-dire l'intégralité du scénario et de la façon dont les choses se sont passées. Il faut qu'il se prépare à ne pas forcément savoir. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Vous restez avec nous sur LCI, bien sûr.